Donc, donc dans cette dernière partie, je vais essayer de décrire un petit peu quelques phénomènes associés à ces modèles. Donc en physique des particules, en astrophysique, en cosmologie, je mentionnerai les tests de gravitation à petite distance. Et donc je discuterai ça essentiellement dans le cadre du modèle canonique de Arkani-Hamed, Dimopoulos, Dvali, donc n dimensions supplémentaires compactes, le modèle de Randall-Sundrum également, puis je parlerai un petit peu aussi en cosmologie du modèle DGP, mais seulement pour ce qui concerne la cosmologie vraiment. Donc en physique des particules, si on regarde qu'est-ce qu'on peut attendre en physique des particules de ce genre de modèle, si on oublie même l'existence possible de ces dimensions supplémentaires et qu'on regarde la physique des particules standard, en gros, à chaque chose qui transporte de l'énergie impulsion est couplé un graviton. Donc on peut émettre un graviton dans des processus qui transportent de l'énergie impulsion. Donc dans ces modèles-là, il suffit de remplacer, pour voir ce qui se passe, il suffit de remplacer en fait, et on peut le montrer de façon rigoureuse, chaque graviton est remplacé par un nombre infini de gravitons de Kaluza-Klein. Donc alors que dans la théorie standard, le modèle standard, disons, le graviton est très faiblement couplé à la matière, donc vous ne vous attendez pas à pouvoir produire de façon significative, par exemple, des gravitons dans des accélérateurs de particules, eh bien ce couplage très faible reste très faible dans ces modèles-là. Chaque graviton est très faiblement couplé à la matière, mais il y en a un grand nombre accessibles énergétiquement. Donc vous pouvez avoir peut-être des processus observables, des effets observables. Donc ce que je disais tout à l'heure, chaque graviton est couplé à la matière comme 1 sur m Planck, mais vous en avez beaucoup accessibles si vous avez une énergie suffisante. Typiquement, le nombre de gravitons accessibles croît comme l'énergie d'un processus à la puissance n, où n est le nombre de dimensions supplémentaires. Donc ça, c'est très simple à dériver, c'est simplement une conséquence du fait que si vous avez, tout à l'heure, on a vu que la masse des gravitons de Kaluza-Klein était donnée par K sur R, dans le cas unidimensionnel. Donc il faut que je remonte peut-être un peu loin, là. Donc ici, on a vu que donc la masse, dans le cas où on avait une seule dimension, la masse de chaque graviton de Kaluza-Klein était un entier divisé par R. Si vous avez maintenant n dimensions supplémentaires, cette formule est transformée par à la place de K, on a la norme d'un vecteur dans un espace à n dimensions. Et donc, vous voyez que si vous regardez une certaine énergie typique, eh bien, le nombre de gravitons de Kaluza-Klein va croître comme le volume d'une sphère dans un espace à n dimensions. Donc, c'est ce qu'on observe, c'est ce qu'on trouve dans cette formule-là. Donc, dans un processus énergétique, vous avez un nombre de gravitons accessibles qui croît comme l'énergie à la puissance n. Donc, pour ça, différents processus ont été envisagés dans les accélérateurs, l'émission de gravitons réels, des processus virtuels, et puis des processus plus exotiques. D'ailleurs, peut-être certains qui ont été évoqués par Gabriele déjà, comme la production de trous noirs dans les accélérateurs, ou l'émission d'états de cordes avec des spins élevés. Donc, la plupart de ces calculs sont faits dans le cadre d'une théorie des champs effective, mais permettent d'avoir des ordres de grandeur. Et les contraintes qu'on a actuellement sont compatibles avec une masse de l'ordre du TeV. Donc, bon, un petit peu, j'ai vu que le LHC a déjà sorti quelques contraintes dans cette direction-là. Alors, un deuxième endroit où on peut avoir des contraintes, c'est l'astrophysique. Et donc, en particulier, des contraintes liées à la durée de vie d'une phase stellaire. Donc, imaginez que vous avez une étoile, ou la phase de vie d'une étoile, donc vous connaissez, pensez-vous, la source d'énergie, et vous observez l'émission de cette énergie sous forme d'une énergie visible, c'est-à-dire au sens où elle est observable, donc pas forcément sous forme électromagnétique, mais au sens où vous pouvez l'observer. Maintenant, si vous rajoutez la possibilité donc vous avez une observable qui est l'échelle de temps, c'est-à-dire le temps mis par l'étoile pour perdre cette énergie.
Si vous rajoutez maintenant une émission d'énergie sous forme invisible, ici sous forme de graviton de Kaluza-Klein, eh bien, ce que ça fait, c'est qu'évidemment, ça change l'échelle de temps, c'est-à-dire ça change le temps mis par l'étoile, parce que l'étoile va se refroidir plus vite, et vous allez changer donc, la durée typique pendant laquelle l'étoile ou la phase de vie de l'étoile va durer. Donc, pour avoir des contraintes intéressantes dans ces modèles-là, on a intérêt à prendre les processus les plus énergétiques possibles, pour la même raison que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez intérêt à pouvoir émettre le plus de gravitons possible. Donc, le processus qui, ici, donne les contraintes les plus fortes, c'est l'explosion de la supernova de 87A, dont la source d'énergie de cette phase, c'est l'effondrement gravitationnel du cœur de fer de la supernova, et qu'on a observé sous forme d'une durée d'une bouffée de neutrinos dans un détecteur de neutrinos pendant une dizaine de secondes. Et donc maintenant, cette bouffée, on peut à partir de la durée de cette bouffée, contraindre la quantité d'énergie qui a été perdue sous forme invisible. Et donc on aboutit à des contraintes, vous voyez, sur la masse de Planck à 6 ou 7 dimensions, qui sont données là. Donc à 6 dimensions, on a une contrainte un peu meilleure que le TeV. Et puis dès qu'on a 7 ou plus, on retombe au TeV, simplement parce que les états de Kaluza-Klein deviennent plus lourds. Donc ce n'est pas des contraintes qui sont très, très contraignantes. Dans ce calcul, il y a des incertitudes, notamment la durée, la température du cœur de la supernova. Ensuite viennent d'autres contraintes astrophysiques, comme le fait que dans ces scénarios, vous allez émettre des gravitons dans toute l'histoire de l'univers, mais en particulier dans l'univers primordial, quand la température dans l'univers était suffisamment élevée. Et ces gravitons, ensuite, peuvent venir se redésintégrer plus tard dans l'histoire de l'univers. Et cette désintégration va être notamment visible par un fond de photons gamma qui n'est pas observé. Donc on peut contraindre de cette façon-là le modèle. Une autre contrainte, et celle-là, c'est à ma connaissance la plus forte contrainte astrophysique, vient quand vous regardez ce qui se passe quand vous formez une étoile à neutrons. Donc quand vous formez une étoile à neutrons, processus énergétique, vous allez émettre des gravitons de Kaluza-Klein. Ces gravitons de Kaluza-Klein vont rester piégés dans le voisinage de l'étoile à neutrons et pouvoir, pour certains, se redésintégrer à l'intérieur de l'étoile à neutrons et donc réchauffer l'étoile à neutrons. Ce qui n'est pas non plus observé. Donc vous avez là une contrainte qui est de l'ordre de 300 TeV sur la masse de Planck à 6 dimensions. Et à nouveau, quand vous augmentez le nombre de dimensions, cette contrainte tombe parce que vous n'avez plus assez de gravitons légers accessibles. Alors, un dernier domaine où on peut avoir des contraintes, c'est la cosmologie. Enfin, c'est pas un dernier domaine, c'est un domaine encore astrophysique dans lequel on peut avoir des contraintes, c'est la cosmologie. Donc là, vous avez des contraintes qui peuvent être qualifiées de perturbatives. Donc vous imaginez que au-dessus d'une certaine température T étoile, l'univers, le refroidissement de l'univers, ou la température de l'univers va être modifiée par le fait que les gravitons de Kaluza-Klein, que l'univers peut perdre de l'énergie sous forme d'émissions de gravitons de Kaluza-Klein. Et donc ça va typiquement modifier la cosmologie au-delà de cette température T étoile, donc qui dépend du modèle. Donc vous avez des contraintes en demandant que T étoile, par exemple, ou que la nucléosynthèse ne soit pas modifiée de façon significative par ce type de processus. Vous pouvez aussi imaginer que les gravitons de Kaluza-Klein contribuent à la matière noire et donc sont susceptibles d'être trop nombreux pour ce qu'on sait de la densité de matière noire dans l'univers. Vous pouvez aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, voir les contraintes qui viennent de désintégration de gravitons de Kaluza-Klein sous forme de photons gamma. Donc il y a beaucoup de processus qui ont été imaginés, et je n'ai pas le temps de tous les expliquer. Le nombre de citations, pour vous donner une idée du papier de Arkaniamed, Dimopoulos-Vali, doit être de plusieurs milliers. Et donc dans ces plusieurs milliers, il y a une fraction non négligeable de ces papiers qui sont des gens qui regardent des contraintes dans ce type de scénario. Alors on peut aussi faire de la cosmologie qu'on peut appeler non perturbative, c'est-à-dire au lieu de partir du scénario standard et d'essayer de le perturber un petit peu, on essaie de résoudre directement les équations de la cosmologie dans le cadre d'un modèle d'univers Bran. Donc c'est ce que je vais expliquer maintenant, de façon un petit peu schématique, mais c'est simplement pour vous donner un exemple
qui sera schématique, donc ne prenez pas trop au pied de la lettre, mais de modifications qu'on peut obtenir dans ce type de modèle. Donc je rappelle qu'en cosmologie standard, on décrit l'espace-temps par une métrique de Friedman, Lemaitre, Robertson-Walker, qui a cette forme-là, où vous avez le facteur d'échelle de l'univers qui mesure l'expansion. Et les équations d'Einstein donnent la dynamique de cette métrique. Donc ce sont des équations qui sont hyperboliques. Donc ici dans le membre de gauche, vous avez le tenseur d'Einstein donc, qui contient des dérivées secondes de la métrique. Puis dans le membre de droite, vous avez la matière et éventuellement la constante cosmologique. Donc une constante cosmologique, il faut remarquer qu'on peut la voir comme une tension de l'espace-temps. Hein. Donc cette façon de voir les choses n'a pas vraiment de conséquences intéressantes quand on est à 3 plus une dimension, mais comme on va le voir tout à l'heure, elle peut peut être intéressant de le remarquer quand on a ces branes. Et donc ces équations d'Einstein donnent la dynamique de la métrique de Friedman, Lemaitre, Robertson-Walker sous forme des équations de Friedman, donc qui sont écrites ici pour la première équation de Friedman. Donc ici on a le paramètre de Hubble, la courbure spatiale, la densité d'énergie de la matière dans l'univers. Donc ça, je pense que vous avez déjà évoqué ça. Et puis ici, on a l'équation de conservation de la matière, de laquelle on peut dériver une seconde équation de Friedman. Donc maintenant, si on regarde comment ces équations sont modifiées dans un modèle très simple avec une dimension supplémentaire, eh bien voilà comment ça change. On a à la place du terme ici en ρ, donc qui est linéaire dans la densité de matière de l'univers, on a un terme en ρ carré. Et puis on a deux autres termes, ici l'éventuelle constante cosmologique dans le bulk de l'espace-temps, qui apparaît comme une constante, et un terme ici que les gens ont appelé radiation sombre, parce qu'il se comporte comme un terme de radiation, c'est-à-dire que si c'était une densité d'énergie, ça serait une densité qui varierait en 1 sur A4, où A est le facteur d'échelle de l'univers. Ça, c'est typiquement de la matière, la façon dont la densité d'énergie de la matière relativiste ou radiation change avec le facteur d'échelle. Donc, je vais essayer simplement expliquer qualitativement comment on trouve ces équations, très simplement. Mais avant de faire ça, juste vous interroger sur la viabilité d'un terme comme ça. Donc, en fait, ça change évidemment complètement la loi de Hubble. Et c'est, par exemple, ça va changer la dépendance entre le facteur de Hubble et la température de l'univers dans l'expansion. Et donc ça, c'est clairement exclu en fait, par la nucléosynthèse. On ne peut pas supposer que la cosmologie a toujours été comme ça. C'est une cosmologie qui est incompatible avec ce qu'on sait de la cosmologie aujourd'hui. Alors, donc je voudrais expliquer très succinctement comment on trouve ce ρ carré. Donc on peut le trouver, alors je vais essayer de faire un calcul au tableau. On peut le trouver très facilement par des considérations géométriques. Donc dans ces modèles d'univers Bran, les équations d'Einstein sont des équations à 5 dimensions, et donc où il y a une source. Donc si j'appelle GAB le tenseur d'Einstein de la théorie à 5 dimensions, je vais mettre un G tilde dessus pour montrer que c'est une théorie à 5 dimensions. Devant, il y a la masse de Planck de la théorie à 5 dimensions, et on doit résoudre une équation avec une fonction delta dans le membre de droite qui code pour la position de la brane fois un tenseur SAB, donc qui, lui, mesure le tenseur énergie-impulsion de la brane. Hein, donc ça, c'est simplement obtenu, si vous voulez, à partir d'un principe variationnel qui décrit ce type de théorie, où vous avez l'action de la relativité générale à 5 dimensions. Donc ça, c'est la partie qui donne le tenseur d'Einstein à 5 dimensions. Et puis après, vous rajoutez un terme de source qui décrit la brane, donc qui contient des champs de matière, et ces champs de matière vivent sur un espace à 4 dimensions.
Donc ça vous donne, quand vous variez tout ça, une fonction delta fois quelque chose qui vient de la variation de ce terme-là. Donc, donc votre brane, vous imaginez votre brane comme je l'ai plusieurs fois dessiné. Hein. Vous avez ici une dimension qui est normale à la brane qu'on peut paramétriser par y. La brane est localisée en y égale 0. Puis vous avez des champs de matière qui vivent sur la brane. Donc, si vous voulez résoudre ce type d'équation, on peut le faire assez facilement, en fait. Enfin, dériver une équation importante à partir de cette équation simple. D'abord, considérons comment résoudre une équation de ce type-là, qui a la forme suivante. Imaginez que A, ça soit une fonction de y. Vous cherchez à résoudre essentiellement ce problème où vous avez une fonction delta dans le membre de droite, puis après une fonction c de y qui est une fonction qui n'est pas une distribution. Donc ça, c'est une structure qui est un peu analogue à celle-ci. Ici, vous avez des dérivées secondes de la métrique. Donc en particulier, vous allez avoir des dérivées secondes suivant y. Et puis, vous avez une source en delta. Et puis, vous pouvez avoir également des sources qui ne sont pas localisées, qui correspondent au champ, par exemple, une constante cosmologique qui vit dans tout l'espace à 5 dimensions. Donc ça, en fait, on peut résoudre facilement cette équation en remarquant que si vous cherchez à donner un sens à a seconde, donc la dérivée seconde, donc le prime ici, c'est d sur dy, la dérivée suivant y. Donc, si vous cherchez à donner un sens à a seconde en termes de distribution, vous pouvez écrire que a seconde, c'est une partie régulière plus une fonction delta de y fois le saut de la dérivée première suivant y. Donc, avec ce que j'appelle a', comme ça, c'est a' en 0 plus moins a' en 0 moins. Et donc, il suffit après d'égaler la partie régulière de a seconde avec c, et puis le saut avec b, pour résoudre cette équation. Donc, si vous faites la même chose dans les équations d'Einstein, eh bien, vous obtenez une équation analogue. Vous cherchez la partie dans les équations d'Einstein qui contient des dérivées secondes de la métrique par rapport à y, et vous allez égaler cette partie avec la partie distributionnelle. Et donc la partie qui contient les dérivées secondes de la métrique s'écrit avec un tenseur qu'on appelle la courbure extrinsèque, qui est ce tenseur K. Donc K mu, c'est la courbure extrinsèque. De votre brane. Et donc vous obtenez que le saut de cet objet-là, le saut à travers la brane, doit être égal à S mu, c'est-à-dire la partie de S à B, là, avec des indices parallèles à la brane. Donc c'est ce qu'on appelle en général les conditions de jonction d'Israël, en relativité générale. Alors, si vous supposez que vous avez une situation qui est symétrique par rapport à la brane, vous pouvez simplifier encore ces équations en remarquant que le saut de A', c'est simplement cette fois-ci 2A' de 0 plus par symétrie. Et donc là, donc ça c'est quand il y a une symétrie qu'on appelle en général Z2, c'est-à-dire une symétrie par rapport à la brane, une symétrie plane par rapport à la brane. Donc si vous écrivez ces équations dans le cas où il y a symétrie Z2, justement, ce saut, c'est simplement 2 fois l'expression de cet objet d'un côté. Et vous pouvez ensuite facilement prendre la trace de cette équation, inverser cette équation, et vous obtenez, vous vous rendez compte que vous pouvez calculer la courbure extrinsèque de la brane en fonction de la source d'énergie-impulsion. Donc là, j'ai oublié un facteur de M5 que je vais rétablir ici. Donc on trouve que la courbure extrinsèque de la brane en 0+, c'est donné par cette expression-là. Voilà, donc ça c'est un S mu. Donc ça c'est dans le cas où le problème a une symétrie par rapport à la brane. Donc tout ça est purement géométrique. Et le dernier ingrédient maintenant consiste à remarquer qu'une des équations d'Einstein
qui sont écrites là-bas, s'écrit dans le cas le plus simple où vous n'avez aucune constante cosmologique dans le bulk, vous avez une relation entre le scalaire de Ricci quadridimensionnel, c'est-à-dire celui de la métrique qui vit sur la brane, et la courbure extrinsèque au carré. Vous trouvez cette relation-là. Donc ça, c'est une des composantes des équations d'Einstein, qu'on appelle dans d'autres contextes la contrainte hamiltonienne. En fait, ce que vous faites pour obtenir cette équation, c'est que vous faites une décomposition de ces équations d'Einstein en foliation 4 plus 1 dimensionnelle, où vous foliez l'espace-temps par une dimension supplémentaire par rapport aux 4 usuels. Donc les indices mu nu, c'est des indices de l'espace-temps quadridimensionnel, et puis vous décomposez tous vos objets en objets quadridimensionnels comme R, qui est la courbure de Ricci, le scalaire de Ricci de la brane, et puis des objets qui représentent justement les courbures extrinsèques, en gros. Donc vous obtenez cette équation-là. Et vous voyez que si vous mettez maintenant cette relation dans cette équation-là, vous allez obtenir une relation qui est que la courbure quadridimensionnelle est égale à une quantité quadratique dans les sources S mu nu. Donc vous allez obtenir quelque chose comme R4 proportionnel à S carré. Donc je ne mets pas les facteurs, parce que ce n'est pas très important. Mais c'est la source de ce terme en rho carré qui est dans les équations de Friedmann. Donc voilà, ce terme-là, vous avez, quand vous spécialisez à la cosmologie, vous avez ici un terme qui est l'analogue de mon R4 de là-bas, et puis là, vous avez un terme en rho carré qui vient de ce terme, courbure carrée, courbure extrinsèque carrée, en utilisant cette équation, ici, la condition de jonction d'Israël. Donc voilà comment on obtient très, très simplement cette relation. Donc, on peut se demander maintenant si on peut rendre cette cosmologie compatible avec la cosmologie usuelle. Donc, j'ai dit que ce n'était pas possible si on se bornait à simplement un terme en rho carré. Mais maintenant, faisons une chose un tout petit peu plus compliquée. Remplaçons le terme en rho, donc, qui était ici envisagé comme étant simplement la densité de matière dans la brane. Remplaçons le terme en rho par une densité de matière plus une tension éventuelle. Donc ça revient à remplacer ρ par ρ plus lambda dans cette équation. On développe et on obtient plusieurs termes successifs. D'abord des termes qui sont constants. Donc lambda, c'est la tension de la brane. Ρb, c'est la constante cosmologique du bulk. Donc ça, c'est des termes constants qu'on peut annuler l'un avec l'autre à condition de supposer qu'on a cette relation entre ρb et lambda carré. Donc ce qui veut dire qu'on a une constante cosmologique dans le bulk qui est négative. Le deuxième terme est un terme qui est linéaire en ρ, comme dans les équations de Friedmann standard. Et donc, il faut simplement s'assurer que le préfacteur qui est là est bien donné par le même préfacteur que dans les équations de Friedmann standard, c'est-à-dire 8 pg Newton sur 3, pour retrouver strictement ici le terme standard. Ensuite, on a le dernier terme qui est un terme en ρ carré. Donc, ce terme-là, quand on le compare au précédent, en fait, on s'attend à ce qu'il domine dans l'univers primordial, quand la densité est importante, et soit négligeable dans l'univers récent. Puis ensuite, vous avez ce terme de radiation qui reste là, et un terme de courbure. Donc, il se trouve que cette situation-là correspond en fait très exactement au modèle de dimension supplémentaire voilée de Randall-Sundrum, où vous avez d'une part, vous avez une brane plongée dans un bulk antidociteur. Donc vous avez une relation entre la tension de la brane et la constante cosmologique du bulk qui est précisément celle-ci. Et ensuite, vous pouvez aussi calculer l'interaction gravitationnelle dans ce modèle-là. Ça vous donne une valeur de G Newton, la constante de Newton, qui est précisément donnée par cette relation-là en termes des paramètres du modèle. Donc dans ce modèle de Randall-Sundrum, vous pouvez retrouver la cosmologie standard de façon très facile et aussi avoir une sorte de validation, enfin de test non perturbatif du mécanisme de recouvrement de la gravitation. Donc dans des cas plus généraux, on doit faire appel à
à d'autres mécanismes liés à ce qu'on appelle en général la stabilisation des dimensions supplémentaires. Donc, si on regarde ces équations-là, en les simplifiant un petit peu, donc laissons tomber ce premier terme qu'on a supposé nul, hein, on n'est pas obligé, mais supposons le nul pour l'instant. Donc on voit, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on a la transition entre deux régimes. On a d'un côté un régime où la cosmologie est standard, c'est-à-dire le terme ici ρ domine sur celui-ci. Et puis un régime où ce terme-là, au contraire, domine sur celui-là. On a une cosmologie primordiale, non standard. Donc ça, c'est en complet accord avec les résultats perturbatifs, c'est-à-dire que ceux qu'on obtient en calculant la force gravitationnelle entre deux particules, par exemple, c'est-à-dire qu'on a une cosmologie tardive qui est standard, et en termes de rayon de Hubble, elle est standard quand le rayon de Hubble est plus grand que le rayon de l'espace anti de Sitter. Et rappelez-vous que ça signe aussi la transition vers la gravité ordinaire. Quand vous avez deux particules test séparées d'une distance plus grande que le rayon anti de Sitter, ces particules interagissent entre elles avec une loi de Newton usuelle. Maintenant, si vous regardez un cas où le rayon de Hubble est plus petit que le rayon des dimensions supplémentaires, le rayon de l'espace anti de Sitter, la cosmologie est modifiée, et ça correspond aussi au régime où la gravité est modifiée. Quand des particules sont séparées par une distance plus petite que le rayon de l'espace anti de Sitter, elles interagissent avec une loi différente. Donc c'est en accord. Alors les gens ont essayé de voir si on pouvait par contre avoir des signatures de la phase non standard primordiale sur le fond diffus cosmologique par exemple, et pour l'instant, disons que je pense que le problème est un peu mal posé, mais il n'y a pas vraiment de résultat très, très clair là-dessus. Voilà. Alors une autre direction phénoménologique intéressante pour la cosmologie, c'est le modèle de gravité Bragner induite, que j'ai évoqué déjà un petit peu, dans lequel la cosmologie, au contraire, tardive, donc récente, est non standard, et la cosmologie primordiale, elle, est standard. Donc je vais un petit peu expliquer ça maintenant. Et donc l'intérêt de ce modèle, qui a suscité un certain nombre de développements, c'est qu'il permet d'obtenir une accélération de l'expansion de l'univers, donc sans avoir besoin de constantes cosmologiques, mais simplement en modifiant la gravitation à grande distance. Donc, si on pense à cette idée, donc c'est une idée peut-être que Gabriele Veneziano a déjà évoquée, mais qui est assez naturelle et qui a déjà été rencontrée en physique. Aujourd'hui, en cosmologie, on est face à une situation finalement qui s'apparente à ce qui se passait un peu en astrophysique au siècle dernier, quand on pense aux travaux de Le Verrier. Donc Le Verrier a prédit l'existence de Neptune à partir de ce qu'on ne comprenait pas de mouvements anormaux de planètes. Donc il a inféré l'existence d'un corps noir à l'époque, au sens où il n'est pas détecté autrement que par ses effets gravitationnels, une planète, et cette planète a été découverte. Donc ça, c'était une hypothèse, on peut dire une hypothèse qui a été couronnée de succès de matière noire. Donc aujourd'hui en cosmologie, on fait un peu pareil, on a des effets gravitationnels qu'on n'explique pas, et on fait l'hypothèse que ces effets sont expliqués par des composantes inconnues de l'univers, matière noire ou énergie noire. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est que Le Verrier a aussi essayé de faire le même coup, si je puis dire, avec Mercure. Donc, il a évidemment contribué lui-même à calculer avec une grande précision le mouvement de Mercure, et a trouvé qu'il restait un petit résidu dans ce mouvement qu'on ne comprenait pas, un petit résidu dans la précession du périhélie de Mercure. Et il a essayé d'expliquer la chose avec une nouvelle planète, Vulcain, dont il a supposé l'existence, qui n'a jamais été découverte, mais au contraire, on a expliqué la chose plus tard, comme vous savez, par la relativité générale. Donc ça, c'était une hypothèse de gravitation modifiée qui a été, on peut dire, qui a eu du succès. Voilà. Donc aujourd'hui, en cosmologie, on peut essayer de faire le même jeu, essayer de dire peut-être qu'il n'y a pas de matière noire ou pas d'énergie noire, mais qu'il y a des modifications à grande distance de la gravité qui permettent d'expliquer les observations qui, de façon standard, dans le modèle standard, conduisent à inférer l'existence de matière ou d'énergie noire. Donc c'est un jeu qui a été
suivis, notamment après ce modèle DGP dont j'ai parlé, et qui a... Donc certainement, si vous demandez aux cosmologistes lambda, la plupart penchent en faveur, et avec de bonnes raisons, de la matière noire, et également peut-être avec... là, les choses sont peut-être moins claires, mais en faveur de l'énergie noire. Donc c'est pas du tout un modèle... Ce genre d'idée n'est pas du tout ce ne sont pas du tout des idées qui sont, disons, les plus consensuelles, mais qui sont néanmoins suivies et qui ont aussi le mérite d'essayer d'extraire ce qui, dans la cosmologie, dépend de la dynamique de la gravitation à grande distance, qui n'est pas très bien comprise. Quelle est l'échelle de distance? Alors, donc justement, il faut, pour avoir des effets cosmologiques, il faut imaginer que la gravité est modifiée à des échelles très très grandes, donc de l'ordre du rayon de Hubble ou des fractions du rayon de Hubble. Donc 15 milliards d'années-lumière, quelque chose comme ça. L'âge de l'univers, quoi. Donc de l'ordre de cette grandeur-là. Parce que en fait, la gravité n'est pas connue, évidemment, on ne sait pas si la loi de Newton, en quelque sorte, si on pense à la loi de Newton, est valide jusqu'à ces échelles. Là, on a des contraintes beaucoup plus sur des échelles de distance plus faibles. Donc, je vais... La matière noire se manifeste à des distances quand même plus courtes. Voilà, oui, là je parlais plutôt de l'accélération cosmique. Mais la matière noire, il faut... Alors, la matière noire, il y a des approches qui essaient de se débarrasser de la matière noire par des modifications de la gravité. Donc c'est des idées qui sont principalement celles de Milgrom et Bekenstein autour des théories qu'on appelle mondes, et dans lesquelles la chose est un peu différente, parce là on imagine que et ça marche très bien d'ailleurs pour certaines choses, que la modification n'est pas contrôlée par une échelle de distance, c'est-à-dire que ce n'est pas à une certaine distance que ça se met en place, mais c'est sous une certaine accélération. Voilà. Donc il y a un effet Larsen là. Moi, j'ai essayé de... Donc je voudrais ouvrir une petite parenthèse sur ce modèle DGP, parce qu'on peut expliquer très simplement les choses à partir de ce qu'on a fait jusqu'à présent, pourquoi on trouve ces modifications à grande distance. Donc ma parenthèse est ouverte. Donc dans ce modèle, en fait, le potentiel newtonien se comporte comme un potentiel quadridimensionnel à petite distance et comme un potentiel 5-dimensionnel à grande distance. Et donc on a une transition entre les deux régimes qui est donnée pour une échelle de distance RC qui vaut cette expression-là, la masse de Planck à 4 dimensions au carré divisée par la masse de Planck à 5 dimensions. Donc c'est un modèle 5-dimensionnel avec un mécanisme différent pour retrouver la gravitation que ceux dont j'ai parlé. Et en particulier dans ce modèle-là, il y a une dimension supplémentaire mais qui est infiniment grande et qui est plate, qui n'est pas voilée. Donc on peut imaginer qu'il y a une dimension supplémentaire comme ça, infiniment grande, en plus des 4 qu'on connaisse, et néanmoins, dans un certain régime, on retrouve la gravité standard. Donc pour que ce modèle soit viable, justement, on doit demander que RC soit suffisamment grand, et pour que ça soit intéressant, on veut aussi qu'il soit suffisamment petit, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il soit de l'ordre du rayon de Hubble, pour avoir des modifications cosmologiques. Alors, je fais remarquer que l'interaction gravitationnelle est mal connue sur des distances cosmologiques. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, dans ce modèle, on a aussi une dimension supplémentaire et on peut, par les mêmes techniques que celles que j'ai exposées là, succinctement, on peut obtenir des équations de Friedman, très simplement. Donc là, tout à l'heure, on avait h carré qui était proportionnel à rho carré ou ρ plus lambda carré, c'est-à-dire la densité d'énergie impulsion localisée sur la brane, donc qui contenait celle de la matière, mais aussi une éventuelle tension de la brane. Et dans ce modèle DGP, cette équation est remplacée par celle-ci. Donc, vous voyez, ρ plus lambda est remplacée par ρ plus lambda moins h carré avec un facteur ici qui est 3 sur 8 πg. C'est-à-dire si vous égalez ce morceau à 0, en fait, vous trouvez l'équation de Friedman standard. Donc, je vais expliquer pourquoi c'est le cas dans un instant, mais voilà comment sont modifiées les équations de Friedman dans ce modèle. Et donc, vous voyez que vous avez à résoudre, si vous voulez tirer de cette équation h, vous avez à résoudre une équation quadratique en h carré. Donc, il y a 2 racines.
qui sont écrites là. Donc vous avez une équation en fait, pour h carré plus k sur a carré, et vous avez deux racines, deux branches de solution. Ici, sous la racine carrée, vous avez la densité d'énergie, vous avez ces constantes 1 sur RC et 1 sur RC carré là. Puis la conservation de l'énergie impulsion marche comme dans la cosmologie standard. Et donc, ce que vous remarquez tout de suite, c'est que quand vous êtes dans l'univers primordial, c'est-à-dire quand ρ est suffisamment élevé, vous retrouvez les équations de Friedmann standard, la première équation de Friedmann standard. Donc, ce qui veut dire que la cosmologie dans l'univers primordial, ou jusqu'à en fait assez récemment, puisque le paramètre qui contrôle cette transition, c'est RC, donc jusqu'à presque aujourd'hui dans l'histoire de l'univers, eh bien, la cosmologie reste standard. Et vous avez une déviation de la cosmologie au temps long quand le rayon de Hubble atteint la valeur critique RC, à laquelle la gravité est modifiée. Donc, regardons ce qui se passe au temps long. Justement, si on prend une des branches de solution avec un plus 1, là, eh bien, on trouve que le membre de droite des équations de Friedmann tend vers une constante quand ρ tend vers 0, donc quand la densité d'énergie décroît, ça tend vers une constante. Et donc, c'est analogue à ce qu'on aurait avec une constante cosmologique. Donc, dans l'univers tardif, l'effet de cette modification à grande distance de la gravité, c'est de produire une sorte de constante cosmologique effective. Alors, de façon amusante, on peut penser... donc là, il y a un lien entre constante cosmologique, en quelque sorte, et modification à grande distance de la gravitation. Et on peut penser... ce lien, en fait, est historiquement amusant, parce qu'on dit souvent qu'Einstein aurait dit qu'introduire la constante cosmologique était la plus grande bêtise de sa vie. En fait, apparemment, d'un point de vue historique, il n'y a pas de trace vraiment qu'il ait prononcé cette phrase. Mais par contre, si on regarde son article, l'article où il introduit la constante cosmologique, il y a une note en bas de page où il dit que, d'après lui, introduire la constante cosmologique introduirait une coupure de type Yukawa, comme j'ai montré tout à l'heure, dans le potentiel gravitationnel à grande distance. Alors à l'époque, évidemment, le Yukawa sans doute était né, mais son nom n'était pas associé à ce potentiel. Donc il ne parle pas de potentiel Yukawa, mais il parle d'une décroissance exponentielle. Et donc ça, c'est une vraie bêtise, en l'occurrence, parce que ce n'est pas vrai. Introduire une constante cosmologique n'introduit pas de décroissance de Yukawa dans le potentiel gravitationnel. Mais par contre, il y a l'idée d'associer constante cosmologique et modification à grande distance de la gravité. Donc ça, c'est une idée donc, qui est exploitée dans ce modèle, en quelque sorte, où on a une modification à grande distance de la gravité qui se traduit par quelque chose qui ressemble à une constante cosmologique. Alors, on peut tester ce modèle avec les observations. On peut s'apercevoir qu'il est moins bon que le modèle standard, mais néanmoins relativement acceptable. Même si, et là c'est plutôt un problème théorique, il y a beaucoup de questions qui sont débattues pour rendre ce modèle viable, notamment le fait que pour avoir une échelle caractéristique de transition suffisamment grande, vous avez besoin d'avoir une masse de Planck à 5 dimensions qui est petite, beaucoup plus petite que le TeV, ce qui est un problème. Il y a des problèmes liés à des instabilités de type fantomique ou aussi au couplage fort dans ces modèles. Et puis, une dernière question qui n'est pas non plus complètement comprise et qui est amusante à mentionner, qui est reliée à ce qu'on appelle la discontinuité de Van Damme-Vellman-Sakharov. Alors, et là, je voudrais dire 2 mots là-dessus, parce que c'est lié au fait que dans ce modèle-là, vous avez une dimension supplémentaire infiniment grande. Donc, vous pouvez toujours faire votre décomposition en mode de Kaluza-Klein, comme tout à l'heure, simplement comme l'espace n'est pas compact, vous allez avoir simplement une somme continue au lieu d'avoir une somme discrète. Et en fait, dans ce modèle, il n'y a pas de mode de masse nulle qui dominerait la somme qu'on avait tout à l'heure dans le potentiel gravitationnel, là, quand on avait envisagé le cas d'une dimension supplémentaire compacte. Donc on avait cette somme et elle était discrète, et puis on avait un régime donc à grande distance où seul le mode de masse nulle contribuait. Dans ce modèle-là, vous n'avez pas ce type de régime, vous n'avez pas de mode de masse nulle isolé. En fait, vous avez une somme continue
Et à toute distance, en quelque sorte, vous avez la gravitation est transportée par des gravitons massifs. Et ça cause, c'est la cause de ce qu'on appelle d'un problème qui est lié à ce qu'on appelle la discontinuité de Van Damme-Bellman-Sakharov, qui est une chose amusante, qui est que si vous avez, imaginez que vous essayez de donner une masse au graviton et de calculer les observables associés à une théorie de gravité massive dans le système solaire, par exemple la déviation de la lumière par le Soleil ou la précession anormale du périhélie de Mercure, des choses comme ça, vous allez trouver que la théorie dans laquelle le graviton a une masse non nulle n'a pas pour limite, quand vous faites tendre la masse du graviton vers zéro, n'a pas pour limite la théorie où le graviton a une masse nulle. C'est ce qu'on appelle la discontinuité de Van Damme-Bellman-Sakharov. Donc, par exemple, si vous vous arrangez pour que la force gravitationnelle entre deux masses non relativistes, qu'on peut mesurer dans une expérience de type Cavendish, si vous arrangez pour que cette force-là soit identique dans les deux théories, alors vous allez trouver automatiquement que dans la théorie massive, la déviation par la lumière sera plus petite par un facteur 2/3 de ce qui se passe dans la théorie de masse nulle. En tout cas, si vous vous contentez d'une théorie linéarisée, donc vous écrivez juste une théorie quadratique pour un graviton, et vous faites le calcul dans les deux théories, et vous trouvez que les deux sont différentes, même si la masse du graviton est très très faible. Il suffit qu'elle soit non nulle, et donc il y a cette discontinuité. Donc, cette même propriété se retrouve dans le modèle DGP à cause du fait que la gravité est transportée sur toutes les distances par des gravitons massifs. Et donc ça c'est inacceptable a priori, puisque on sait par exemple bien mieux qu'à un facteur 2/3 près la déviation de la lumière par le Soleil. Donc il y a néanmoins une façon de s'en sortir qui est due à ce qu'on appelle au mécanisme de Weinstein, qui est la prise en compte qui est fondée sur la prise en compte des non-linéarités de la théorie, qui permettent de retrouver les prédictions de la gravité de masse nulle dans un régime où on veut les retrouver. Et c'est des questions intéressantes et ce modèle-là a engendré d'autres modèles qui ont utilisé ce mécanisme de Weinstein, et c'est un domaine de recherche qui est toujours actif, notamment autour des modèles qu'on appelle Galiléon ou camouflage. Enfin bon, c'est un domaine qui continue d'être étudié. Donc avant de fermer ma parenthèse, je voudrais juste essayer d'expliquer donc très simplement comment on trouve cette loi de Hubble modifiée à partir de ce qu'on a fait là. Donc, je vais allumer la lumière. Voilà, donc en fait, dans le modèle DGP, donc vous avez, disons, dans le modèle plus simple, vous avez toujours 5 dimensions, donc une dimension supplémentaire, et vous avez la même action ici, que j'ai écrite tout à l'heure. Simplement, vous rajoutez un terme qui est un terme de gravitation localisé sur la brane, c'est-à-dire à cette action-là, vous allez rajouter un terme qu'on peut justifier de différentes façons, mais je ne vais pas le faire ici, je vais juste supposer qu'il est là, donc qui est un terme de gravitation d'Einstein-Hilbert, une action d'Einstein-Hilbert quadridimensionnelle. Donc vous imaginez que sur votre brane, vous avez en plus de l'action pour la matière, du Lagrangien de la matière, vous avez ce terme-là. Et donc ça change les équations ça change les équations ici, au sens où le S mu nu qui intervient. Donc vous pouvez faire le même calcul après géométrique ici. Hein. C'est-à-dire que ça n'est pas changé. Vous avez toujours K mu nu, la courbure extrinsèque de la brane, qui va être donnée dans le cas où c'est asymétrie Z2, qui va être donnée par un S mu nu. Mais ce S mu nu, au lieu d'être simplement le tenseur énergie-impulsion de la matière, donc c'est-à-dire la partie qui varie, qui vient de la variation de ce terme-là, eh bien vous avez un terme de plus qui vient de là, hein, qui s'écrit simplement mp carré G mu nu, où G mu nu c'est le tenseur d'Einstein à 4 dimensions. Donc vous voyez que maintenant, si vous insérez cette relation-là ici, dans cette relation-là, qui est toujours valable, eh bien ce que vous allez trouver, c'est que R4
va être proportionnel à quelque chose qui est simplement T mu nu moins MP carré G mu nu au carré. D'accord? Donc ça, c'est exactement la structure de l'équation là-haut. Vous avez H carré, donc ça c'est la partie R4, qui est proportionnelle à cette partie-là. Cette partie-là, si vous l'égalez à 0, vous trouvez les équations d'Einstein à 4 dimensions. D'accord? Donc c'est ce que j'ai écrit là. Vous avez ρ plus lambda moins 3h carré sur 8 pi g newton. Ça, si vous égalez ça à 0, c'est l'équation de Friedman, la première équation de Friedman standard. Et donc c'est vraiment cette structure-là qui apparaît. Alors de façon intéressante, on peut faire autre chose aussi à partir de cette équation. On peut essayer de tirer une équation purement sur la courbure extrinsèque. Que j'ai quelque part. La forme exacte n'est peut-être pas très importante, mais j'aimerais bien. Voilà. Donc si vous utilisez toujours cette relation, vous voyez ici, et vous prenez la trace de cette relation, vous allez trouver que K, la trace de la courbure extrinsèque, ça va être quelque chose comme, donc je ne sais pas si je l'ai écrite quelque part là, mais ça va être quelque chose comme R moins T, donc M plan carré, R moins T, quand vous allez prendre la trace, puisque S mu nu, c'est T mu nu moins MP carré G mu nu. Quand vous allez prendre la trace de tout ça, vous allez trouver que la courbure extrinsèque, c'est simplement R moins T. Donc vous pouvez ensuite extraire R de cette relation et mettre ce que vous obtenez là dans cette relation-là. D'accord ? Et vous allez obtenir une relation qui ne contient que la courbure extrinsèque de votre brane et qui va être quadratique. Et donc qui s'écrit donc avec les paramètres tels que je les ai introduits dans mes transparents, qui s'écrit 3 sur RCK moins K carré plus K mu nu égale donc MP moins 2 T. Donc vous voyez, cette partie-là ici vient d'ici. Et puis le R, c'est simplement le R, en vertu de cette relation-là, donne K moins T. Hein. Donc là, on comprend aussi l'existence de cette solution auto-accélératrice. Si vous imaginez que T vaut 0, donc vous n'avez pas de source d'énergie d'impulsion ni même de tension sur votre brane, vous obtenez une équation quadratique pour K. Et c'est ça qui vous donne vos deux branches de solution. Et votre solution auto-accélératrice correspond à K égale constante, en gros. Alors, de façon incidente, si vous remplacez à la main K mu nu par d mu nu de pi, où pi c'est un champ scalaire, vous obtenez là une équation de la forme laplacien d'Alembert de pi moins d mu nu pi plus d nu pi au carré moins laplacien d'Alembert de pi au carré égale un t. Et en fait, c'est une équation qui est quadratique dans les dérivées secondes de pi. Et ça, c'est à la source de ce mécanisme de Weinstein qui permet de retrouver la gravité standard. C'est-à-dire qu'on peut se convaincre, ce remplacement-là, qui paraît complètement ad hoc, a une justification dans ces modèles. Et on peut se convaincre que ces équations du mouvement-là décrivent une partie des polarisations du graviton, celle qui donne naissance à ce mécanisme de Weinstein et à cette discontinuité de Van Sakharov. Et ce qui se passe, c'est que dans le système solaire, en fait, vous êtes dans un régime où ces dérivées quadratiques là jouent un rôle plus important que le terme linéaire. Donc vous êtes dans une théorie, vous devez appliquer des équations non linéaires dans le système solaire, et c'est ça qui vous permet de vous débarrasser de la discontinuité de Van Sakharov dont j'ai parlé. Donc je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, mais je pourrais le faire plus tard si certains d'entre vous sont intéressés. Voilà, donc je vais fermer ma parenthèse sur le modèle DGP. Alors oui, une question qui est ouverte, c'est est-ce que ce modèle peut être réalisé en théorie des cordes, hein. Contrairement aux autres dont j'ai parlé, il n'y a pas vraiment de choses très satisfaisantes aujourd'hui. Donc il y a des arguments contre, et il y a aussi des gens qui
qui ont obtenu des choses qui ressemblent un petit peu, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réalisation concrète dans ce modèle. Ce qui est bien dommage, parce que ça permettrait en particulier de s'attaquer à ces questions-là qui ne sont pas bien comprises. Donc, un dernier domaine d'investigation dans lequel on peut tester ces modèles avec des dimensions supplémentaires, donc là je ne parle pas du tout du modèle DGP, je parle à nouveau des deux premiers, c'est les tests de gravitation à petite distance. Donc, ce sont des expériences qui n'ont pas été conçues pour spécifiquement s'intéresser à ces modèles-là, qui sont quand même très spéculatifs, mais qui ont reçu, disons, une motivation de plus peut-être suite à ces modèles. Donc là, j'ai juste un transparent qui décrit l'une de ces expériences, mais c'est de très, très, très belles expériences où il s'agit de mesurer la gravitation à petite distance et essayer d'écranter au maximum toutes les autres interactions qui gênent la mesure. Voilà, donc en conclusion, j'espère que vous avez montré que les modèles d'univers Brane, c'est un domaine très riche, où il y a eu beaucoup d'idées nouvelles. D'une part, ça a permis de faire une nouvelle phénoménologie des théories de cordes, des cordes avec une basse échelle fondamentale. Et puis on a aussi eu de nouvelles idées théoriques abstraites et aussi phénoménologiques, en particulier en cosmologie. Et certains de ces développements continuent toujours. Et enfin, une chose aussi agréable, en tout cas c'est mon point de vue, c'est qu'on peut contraindre fortement certains modèles, notamment par le biais de la cosmologie, même si là aussi tout n'a pas été dit. Voilà, je vous remercie de votre attention.